Si quelqu'un à Corse du Sud avait montré des films à Marie-Ange Santini, elle aurait su que son malheur ressemblait à l'intrigue d'une vieille histoire corse. Elle aurait su que la fiancée enlevée, c'était une fiancée obtenue sans payer le prix, que la dot généreuse, les cadeaux coûteux et les négociations familiales pouvaient être remplacés par une seule action rapide et décisive, et tout le monde considérerait le mariage comme valide selon les anciennes règles. Elle aurait même su que le plus souvent, ce n'était qu'un spectacle où tous les acteurs, y compris la victime elle-même, s'étaient remis d'accord depuis longtemps. Mais Marie-Ange ne connaissait pas ces histoires, et c'est pourquoi maintenant, enfermée dans cette maison étrangère qui sentait le fromage de brebis aigre et le tabac froid, elle ne résolvait pas une question économique, mais une question de vie ou de mort. Et les deux réponses possibles, se jeter par la fenêtre ou s'enfuir, ne lui semblaient absolument pas amusantes. Dans ses rêves de jeune fille, Marie-Ange n'était pas contre un enlèvement théâtral. Vous savez, celui où la peur ne dure qu'un instant et où à la fin, il y a de la romance et du champagne. Mais la vie est un scénariste médiocre qui ne distribue pas les rôles selon les désirs. Au lieu d'une comédie romantique, on lui avait donné un billet pour une vraie tragédie. Parce que parmi les centaines de spectacles arrangés à l'avance, il y en a toujours un où le sang est réel. Et la chose la plus terrifiante dans le vrai mal, c'est sa banalité. Il arrive avec le sourire sur le visage de votre ami. Le poison le plus mortel, c'est le mensonge servi dans la coupe de l'amitié. Marie-Ange considérait Isabelle Colombani comme une sœur, mais celle-ci s'était révélée être la clé de sa prison. Tout avait été d'une simplicité banale. Les voilà qui bavardaient de choses futiles sur le muret de pierre devant la maison des Santini, regardant les chèvres descendre des collines dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Une voiture s'était approchée, une vieille Peugeot poussiéreuse qui grinçait sur les pierres du chemin. Isabelle était sortie et revenue avec une demande pure et claire, comme une goutte de rosée matinale. « Marie-Ange, viens avec moi. Il y a Giulia, avec son mari là-bas, et Marco refuse d'aller la chercher après. Peut-être que toi, elle t'écoutera. Ta mère est respectée, et toi aussi. » Les mots sonnaient comme du miel, mais sous le miel se cachait l'acier. La voiture était garée près du portail en fer rouillé. Une silhouette masculine au volant, une silhouette féminine à l'arrière. Isabelle avait obligeamment ouvert la portière arrière. « Monte, ce sera plus pratique pour discuter avec elle. » Et à l'instant même où Marie-Ange s'était penchée pour entrer, le temps s'était figé. La prise de conscience l'avait frappée plus froidement que le vent d'hiver qui descendait du Monte Cinto. Sur la banquette arrière était assise une inconnue. Un visage étranger, dur comme la pierre, celui d'une femme qu'elle n'avait jamais vue, la fixait droit dans les yeux. Elle avait voulu reculer, mais c'était déjà trop tard. Une main étrangère, agile comme un serpent, s'était agrippée à son poignet. « Allons, n'aie pas peur, viens ici. » La voix était douceâtre, comme celle d'une araignée attirant une mouche. Elle se serait peut-être libérée, mais elle avait senti une poussée dans son dos, brutale, impitoyable et traîtresse. C'était Isabelle. Personne d'autre n'était là. Un choc sourd de sa tête contre le toit de la voiture, un éclair de douleur. Marie-Ange s'était effondrée sur le siège et le monde s'était retourné. On ne l'avait pas traînée. On l'avait fourrée comme un objet. La portière s'était refermée avec un claquement assourdissant, la coupant de sa vie d'avant. Le moteur avait rugi, la plaquant contre ses bras étrangers et forts. Le cri de Marie-Ange s'était noyé dans le rugissement du moteur et l'indifférence du monde. La femme qui la tenait était comme un rocher, impossible à déplacer, et le trajet avait été court, mais dans cette voiture, il lui avait semblé durer une éternité. Elle ne regardait pas la route, elle regardait l'abîme qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Ce qui s'était passé ensuite s'était mélangé en un seul cauchemar kaléidoscopique. Des visages, des mains, des voix. On l'avait tirée de la voiture, hurlante et se débattant. Une horde de jeunes femmes, comme une volée de corbeaux, l'avait traînée dans une maison inconnue. Leurs murmures s'injectaient comme du poison directement dans ses oreilles. Dieu a créé la femme pour servir son mari. Tu es à nous maintenant. Ce serait une honte de partir sans mari. Elle parlait de honte. Elle qui avait volé son honneur, et puis elle l'avait laissé seule dans la pièce avec lui, avec ce Claude Mattei gros et déplaisant au regard humide. Et à cet instant, sa peur était morte. Quand on vous enlève tout, il reste une chose, votre propre âme. De sa gorge avait jailli non pas un cri, mais le hurlement d'une bête blessée. Elle s'était fracassé les jointures contre les murs, contre les corps étrangers. Ce n'était pas un combat pour la vie, c'était un combat pour le droit de rester elle-même. Elle savait une chose, mieux valait mourir debout que vivre à genoux. Et elle ne l'avait pas permis, elle n'avait pas perdu. Finalement, ses ennemis avaient reculé. Ils avaient préféré l'enfermer comme une bête sauvage pour ne pas se déshonorer devant les voisins. Ils avaient verrouillé la porte, ne sachant pas encore qu'ils venaient d'enfermer dans cette pièce non pas une victime, mais un verdict contre eux-mêmes. Et ce verdict commençait seulement à être exécuté. La honte existait, oui, mais ce n'était pas la sienne.
Depuis 2 semaines, Marie-Ange mesurait sa cage de ses pas, et chaque mur se souvenait de sa rage. La honte pour cette famille, c'était l'œil au beurre noir de leur fiancé Claude. La honte, c'était sa joue mordue. La honte, c'était les griffures sanglantes laissées par ses ongles sur son visage. C'était ses trophées, les signes qu'elle n'était pas un agneau sacrificiel. Sous la surveillance stricte de la mère de Claude et de la meute de ses parentes qui ressemblaient à des corbeaux gris, elle écoutait comment derrière la porte on décidait de son sort. Et elle avait tout compris. La tradition est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Et quand il n'y a pas d'argent, la tradition est remplacée par le calcul. La famille Mattei était pauvre et peu respectée dans la région de Corte. 4 frères, et pour chacun il fallait une dot à payer. Ce n'était pas un mariage, c'était une ruine financière. Et ils avaient choisi une méthode ancienne comme ces montagnes corses, une méthode d'économie. Ils ne cherchaient pas une fiancée, ils cherchaient un investissement. Et Marie-Ange, capable d'apporter à son mari l'honneur de sa famille et un futur revenu, était un placement idéal. Le rite sacré n'avait pas encore eu lieu. Même le curé local, visiblement, ne voulait pas se lier à ce feu avant qu'on ne l'éteigne. Et Marie-Ange était le feu. Elle ne s'était pas brisée même quand son père était arrivé. Ça avait été le coup le plus terrible, non pas de la part d'étrangers, mais du sien. Il était entré dans la pièce. Son regard était dur comme la pierre. « Tu dois te soumettre », avait-il dit. Et dans sa voix, il n'y avait pas une once de chaleur. « Tout est décidé, Marie-Ange, j'ai conclu l'accord. Je ne suis pas un objet », avait-elle hurlé. Et dans ce cri se trouvait la douleur du monde entier. « Tu ne peux pas me donner comme ça. Je te rappelle ton devoir », avait-il tranché. Il lui avait parlé de convenance, de silence. Une fille doit se taire et obéir à son père. Il était reparti, la laissant dans un silence qui était plus assourdissant que n'importe quel cri. La trahison du père était un poison qui aurait pu détruire son âme. Aurait pu, mais ne l'avait pas fait. Elle savait qu'elle devait se soumettre. Tout son monde, toutes les lois des montagnes corses, même la crainte de la colère du Tout-Puissant exigeait d'elle la résignation. Mais à l'intérieur d'elle brûlait quelque chose de plus ancien et de plus fort, la cause de sa vie, pour laquelle elle était prête à aller contre tous. Et elle avait une chance, presque un miracle. Dans les montagnes, on n'a pas l'habitude de se mêler des affaires des autres, mais il y a des dettes qui sont plus fortes que les traditions. Des dettes qu'on paie non pas avec de l'argent, mais avec des actes. Marie-Ange avait un tel homme, un débiteur. Il lui devait la vie, un homme qui le reconnaissait lui-même. Il pensait avoir enfermé dans cette pièce une fille docile et une future esclave. Il se trompait. Ils avaient enfermé un créancier. Marie-Ange allait présenter la facture. Le temps dans les montagnes est un menteur. Il prétend avancer, mais en réalité, il tourne en rond, comme le vieux mulet du moulin. Le XXe siècle avait poliment frappé aux portes de pierre de la Corse, mais la Corse n'avait pas répondu. Oui, on y avait apporté des ampoules électriques pour qu'elles brillent à côté des lampes à huile. Oui, sur les routes grincèrent des automobiles qui effrayèrent les ânes, mais ce n'était qu'un changement de décor. La scène et la pièce étaient restés les mêmes. La République française avait peint les façades aux couleurs du drapeau tricolore, mais les clés des âmes étaient restées dans les mains des curés et des vieux patriarches. Même les préfets d'Ajaccio n'osaient pas leur désobéir, parce qu'ils savaient qu'un drapeau sur un bâtiment, c'est le pouvoir pour un jour, mais la parole d'un ancien, c'est la loi pour toute une vie. Dans ce monde, une femme avait un travail principal, une dette éternelle, la vie elle-même. Elle devait tenir la maison qui était sa forteresse et élever les enfants qui étaient son peuple, autant que le bon Dieu en donnerait. Et Dieu avait toujours été généreux. C'est pourquoi dans les montagnes, il y avait toujours eu, il y a et il y aura des femmes avec une profession particulière, avec un pouvoir plus ancien que celui de n'importe quel homme. Des femmes comme Françoise, la mère de Marie-Ange. On les appelait sages-femmes. Mais c'était un mot trop simple. Elles étaient les gardiennes des portes, celles qui accueillent les âmes au seuil du monde. Une chaîne infinie de mères et de filles qui se transmettaient de main en main le mystère du premier cri. Les villes pouvaient construire leurs hôpitaux, leurs palais stériles de carrelage blanc. Mais qui traînerait un hôpital au sommet d'une falaise? Qui transporterait une femme en travail sur un sentier étroit quand il n'y a ni temps ni argent? Et quel mari permettrait qu'un médecin homme étranger touche au mystère le plus intime? Cette honte était pire que la mort. Non, tant que les montagnes tiendraient debout, la femme accoucherait dans sa maison, et à côté d'elle se tiendrait une autre femme dont les mains savent comment écarter la douleur et accueillir le miracle. C'est pourquoi le métier de Françoise devait vivre. Marie-Ange était la plus jeune des filles. Selon la tradition, le métier aurait dû être hérité par sa sœur Sophie. Mais quand leur mère avait emmené Sophie pour la première fois à un accouchement, la fillette de 12 ans avait vu son monde fragile se briser en 1000 morceaux. L'odeur de la sueur et du sang, le cri qui déchirait le tissu même de l'existence, le mystère transformé en horreur animale. Sophie n'avait pas supporté.
Elle s'était évanouie et était tombée comme une pierre sur le sol de terre battue de la bergerie où accouchait la pauvre Maria Luciani. Quand elle était revenue à elle, elle avait supplié sa mère en sanglotant de ne plus jamais l'emmener là-bas. Françoise avait regardé sa fille aînée avec une tristesse infinie mais sans reproche. Elle savait qu'on ne peut pas forcer ce don, qu'il faut naître avec. Alors elle avait tourné son regard vers Marie-Ange, qui à l'époque n'avait que 10 ans. La petite avait des yeux noirs et curieux, qui buvaient le monde avec une soif inextinguible. « Veux-tu venir avec maman ce soir, ma chérie ? La signora Albertini va avoir son bébé. » Marie-Ange avait hoché la tête sans hésiter, et dans ce hochement de tête se cachait déjà tout son destin. Cette nuit-là, dans la petite maison qui sentait le feu de bois et le linge propre, Marie-Ange avait vu le miracle. Elle n'avait pas eu peur. Elle avait regardé, avec une attention profonde, comment sa mère posait ses mains expertes sur le ventre tendu. Comment elle murmurait des mots apaisants, comment elle guidait la vie vers la lumière. Et quand le bébé avait enfin poussé son premier cri, un cri qui proclamait sa victoire sur le néant, Marie-Ange avait senti quelque chose se déchirer en elle et se recoudre différemment. Elle avait compris qu'elle venait de voir la chose la plus importante au monde. Depuis ce jour, elle suivait sa mère partout. Elle apprenait à préparer les tisanes de sauge et de camomille pour calmer les contractions. Elle apprenait à reconnaître les signes de danger, quand le visage de la femme devenait trop pâle, quand le sang coulait trop vite. Elle apprenait à masser le ventre pour aider le bébé à se retourner. Elle apprenait la patience, cette vertu la plus difficile, parce que la nature ne se presse pas et il faut savoir attendre. À 15 ans, Marie-Ange assistait sa mère comme une vraie apprentie. À 17 ans, elle avait déjà mis au monde 3 bébés sous le regard vigilant de Françoise. Les femmes de la région commençaient à la connaître. Elles aimaient sa douceur, ses mains délicates, sa voix qui ne tremblait jamais, même dans les moments les plus difficiles. La petite Santini, disait-elle, elle a le don comme sa mère. Peut-être même plus. Françoise écoutait ses paroles avec fierté, mais aussi avec une inquiétude qu'elle ne montrait pas. Elle voyait dans les yeux de sa fille une faim que le village ne pourrait jamais rassasier. Une faim de savoir qui dépassait les recettes transmises de génération en génération. Le père Henri Santini voyait les choses différemment. Pour lui, le chemin de sa fille était tracé depuis sa naissance. Elle épouserait un bon garçon du village, un berger ou un fermier respecté. Elle lui donnerait des fils et des filles, elle tiendrait sa maison avec honneur, et si Dieu le voulait, elle aiderait quelques femmes à accoucher, comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Mais pas plus. Une femme n'avait pas besoin de plus. Une femme qui voulait trop était une femme qui apportait le malheur. Un soir de novembre, quand le vent hurlait dans les châtaigniers et que la pluie battait les volets, Marie-Ange avait fait l'erreur de parler. Ils étaient assis autour de la table après le dîner. Le père Henri fumait sa pipe, la mère Françoise raccommodait une chemise. « Papa, j'aimerais aller étudier à Ajaccio, peut-être même à Marseille, pour apprendre la vraie médecine, pour devenir une sage-femme diplômée. » Le silence qui avait suivi était plus lourd que les nuages noirs au-dessus du Monte Rotondo. Henri avait lentement retiré sa pipe de sa bouche. Il avait regardé sa fille comme si elle venait de blasphémer dans l'église. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, petite ? Marseille ? La médecine ? Tu as perdu la raison ?» Marie-Ange avait senti son cœur battre comme un tambour, mais elle avait tenu bon. « Je veux apprendre plus, papa. Maman fait de son mieux, mais elle n'a pas tous les outils, toutes les connaissances. Il y a des femmes qui meurent et qu'on pourrait sauver si on savait mieux. » Henri avait abattu son poing sur la table avec une violence qui avait fait trembler les assiettes. « Assez ! Une femme reste à la maison. Ta place est ici, pas dans les villes de péché. Tu te marieras comme ta sœur Sophie. Tu feras ton devoir. Je ne veux plus entendre ces sottises. » Françoise avait posé une main apaisante sur le bras de son mari mais n'avait rien dit. Dans ses yeux, Marie-Ange avait lu une douleur ancienne, celle d'une femme qui avait elle aussi rêvé d'autre chose autrefois. Cette nuit-là, Marie-Ange n'avait pas dormi. Elle était restée à sa fenêtre, regardant les étoiles froides au-dessus des crêtes noires. Elle savait que son père ne changerait jamais d'avis. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner son rêve. Quelque chose en elle refusait de se résigner. Mais elle ne savait pas encore comment faire. Elle ne savait pas que la réponse viendrait bientôt, portée par une tragédie qui changerait tout. La tragédie était arrivée par une nuit de mars, quand le printemps hésitait encore à descendre dans les vallées. Georgette Moretti vivait dans une bergerie isolée à 2 heures de marche du village, là où les aigles tournaient au-dessus des précipices et où même les chèvres avançaient avec prudence. Son mari Toussaint gardait un troupeau de brebis dans ces hauteurs sauvages, et il vivait là-haut presque toute l'année, ne descendant au village que pour les grandes fêtes et pour vendre le fromage. Georgette attendait son 4e enfant. Les 3 premiers étaient nés sans problème entre les mains expertes de Françoise, et cette fois-ci ne devait pas être différente. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Quand les contractions avaient commencé,
Toussaint était descendu au village à toute vitesse sur son vieux mulet pour chercher la sage-femme. « Il faut venir, Madame Françoise, ma Georgette a commencé, c'est pour bientôt. » Françoise avait pris son sac de cuir usé qui contenait ses instruments, ses fioles d'huile, ses sachets d'herbe. « Marie-Ange, prends ton châle, on y va. » Elles étaient parties dans la nuit noire, guidées par la lumière tremblante de la lanterne de Toussaint. Le sentier grimpait raide entre les rochers. Le vent glacé leur coupait le visage. Marie-Ange suivait sa mère sans se plaindre, habituée depuis longtemps à ces marches nocturnes vers les femmes en travail. Quand elles étaient arrivées à la bergerie, l'aube pointait à peine derrière les montagnes. Georgette était allongée sur le lit étroit, le visage luisant de sueur malgré le froid. Ses yeux étaient agrandis par la douleur, et quelque chose d'autre, une peur animale que Marie-Ange n'avait jamais vue auparavant. « Madame Françoise, gémissait-elle, quelque chose ne va pas, je le sens, ce n'est pas comme les autres fois. » Françoise s'était lavé les mains dans la bassine d'eau chaude préparée par Toussaint et avait commencé son examen. Marie-Ange, habitée par un pressentiment terrible, regardait le visage de sa mère devenir de plus en plus grave. Après quelques instants qui avaient ressemblé durer une éternité, Françoise s'était redressée. « Le bébé est en travers, » avait-elle dit d'une voix basse. « Il ne peut pas passer. Il faut le tourner. » Elle avait essayé. Dieu sait qu'elle avait essayé, avec toute l'expérience de ses 30 années de pratique. Ses mains habiles cherchaient à guider l'enfant, à le faire pivoter vers la bonne position. Mais le bébé était coincé, et à chaque tentative, Georgette hurlait d'une douleur qui déchirait l'âme. Les heures passaient. L'aube était devenue matin, le matin midi. Georgette s'épuisait, sa peau prenait une teinte grisâtre, ses lèvres devenaient bleues, et puis le sang était venu. Pas le sang normal de l'accouchement, non. Un flot rouge sombre qui coulait et coulait sans s'arrêter, imbibant les draps, formant une mare sur le sol de pierre. Marie-Ange avait senti son propre sang se glacer dans ses veines. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» Françoise, pour la première fois de sa vie, avait l'air perdue. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de comprimer le ventre pour arrêter l'hémorragie. « Il faut l'emmener à l'hôpital », avait-elle murmuré. « À Ajaccio, vite !» Mais Ajaccio était à 4 heures de route par des chemins de montagne tortueux. Toussaint avait attelé sa charrette et son mulet le plus rapide, mais tout le monde savait que c'était trop tard. Georgette perdait trop de sang, trop vite. Pendant le trajet cauchemardesque, Marie-Ange était restée à l'arrière de la charrette, tenant la tête de Georgette sur ses genoux, écoutant sa respiration devenir de plus en plus faible, de plus en plus espacée. Madame Françoise était assise de l'autre côté, les mains couvertes du sang qu'elle n'avait pas pu arrêter, le visage figé dans une expression de défaite qu'aucune fille ne devrait jamais voir sur le visage de sa mère. Georgette était morte avant qu'il n'atteigne le village de Vizzavona, à mi-chemin d'Ajaccio. Elle était morte avec son bébé encore coincé dans son ventre, morte en tenant la main de Marie-Ange, morte en murmurant le nom de ses 3 autres enfants qui étaient restés au village avec une voisine. Marie-Ange avait senti la main devenir molle dans la sienne, avait vu les yeux de Georgette se fixer sur un point invisible, avait entendu le dernier souffle s'échapper de ses lèvres, et quelque chose en elle s'était brisé et transformé à la fois. Le retour au village avait été terrible. Toussaint pleurait en silence, ses larmes coulant dans sa barbe grise. Françoise était enfermée dans un mutisme de pierre. Marie-Ange regardait le corps de Georgette couvert d'une couverture et pensait à une seule chose. Si on avait eu les outils, si on avait su faire une césarienne, si on avait eu des médicaments pour arrêter le sang, elle serait vivante. Son bébé serait vivant. Toussaint aurait encore sa femme. Les 3 petits orphelins auraient encore leur mère. Les funérailles avaient eu lieu 3 jours plus tard dans la petite église du village. Le curé avait parlé de la volonté de Dieu, du mystère de ses voies, de l'acceptation et de la résignation. Marie-Ange écoutait ces mots et sentait une colère froide monter en elle. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était l'ignorance, c'était le manque de moyens, c'était le fait que dans ces montagnes, en 1970, les femmes mouraient encore comme au Moyen-Âge. Ce soir-là, elle était allée voir sa mère dans la cuisine. Françoise épluchait des pommes de terre pour le dîner. Ses mains bougeaient mécaniquement, mais son regard était vide. « Maman », avait dit Marie-Ange d'une voix ferme, « je vais partir, je vais apprendre la vraie médecine. » Pour que plus jamais une femme ne meure comme Georgette. Françoise avait levé les yeux vers sa fille. Elle n'avait pas protesté, elle n'avait pas dit que c'était impossible. Elle avait simplement hoché la tête lentement. « Je sais, ma fille, je sais. Si j'avais été plus jeune, j'aurais fait la même chose. Mais ton père ne sera jamais d'accord. » Marie-Ange avait serré les poings. « Alors je partirai sans son accord. » Françoise avait posé son couteau. Elle avait pris les mains de sa fille dans les siennes, ses mains qui avaient mis au monde tant de vie et qui avaient échoué à en sauver une. « Écoute-moi bien, Marie-Ange, si tu fais ça, ton père te reniera. Il dira que tu n'es plus sa fille, la famille te tournera le dos, tu seras seule. Es-tu prête à payer ce prix ?» Marie-Ange avait regardé sa mère droit dans les yeux. « Georgette a payé un prix plus élevé, maman. Elle a payé avec sa vie et celle de son bébé. Je suis prête.
Françoise avait fermé les yeux un instant, puis les avait rouverts. Dans ce regard, Marie-Ange avait vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la fierté, du respect, et une tristesse infinie. Alors va, mon enfant, va apprendre ce que je n'ai jamais pu apprendre, va sauver celle que je n'ai pas pu sauver, et quand tu reviendras, si tu reviens, j'espère que ce monde aura changé. Mais le monde n'était pas prêt à changer si facilement, et Henri Santini encore moins. Quand Marie-Ange lui avait annoncé sa décision, l'explosion avait été volcanique. Jamais. Tu resteras ici. Je t'interdis. Tu me déshonores. Les mots avaient volé comme des pierres. Mais Marie-Ange était restée debout, droite, inflexible. Sa décision était prise. Elle partirait. D'une manière ou d'une autre, elle partirait. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le destin allait lui offrir une opportunité d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une opportunité qui viendrait sous la forme d'un homme blessé, perdu dans les montagnes. Un homme qu'elle sauverait et qui, en retour, lui ouvrirait la porte de son avenir. Marie-Ange revint brusquement au présent, arrachée à ses souvenirs par le bruit de la clé dans la serrure. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son enlèvement. 2 semaines dans cette chambre qui sentait le renfermer et la vieille laine. 2 semaines à compter les pierres du mur, à écouter les murmures hostiles derrière la porte, à repousser les tentatives de Claude Mattei qui revenait chaque jour avec son visage tuméfié et son regard plein de rancune. La mère de Claude entra avec un plateau, du pain rassis, du fromage dur, de l'eau dans un verre ébréché. Elle posa le tout sur la petite table bancale sans regarder Marie-Ange. La vieille femme avait le visage dur comme l'écorce d'un chêne, creusé de rides profondes qui racontaient une vie de labeur et d'amertume. « Tu ferais mieux de te résigner, fille. Le curé viendra demain ou après-demain. Ton père a donné son accord, tout est arrangé. Tu seras Madame Mattei que tu le veuilles ou non. » Marie-Ange ne répondit pas. Elle avait appris que le silence était sa meilleure arme. Chaque mot qu'elle prononçait était utilisé contre elle, tordu, transformé en preuve de son caractère difficile, de sa folie, de son orgueil démesuré. Alors elle se taisait et laissait la rage bouillonner en silence dans sa poitrine. La vieille femme repartit en grommelant, referma la porte à clé, et Marie-Ange se retrouva seule avec ses pensées. Elle pensait à son père. Henri Santini était venu il y a 1 semaine, était entré dans cette chambre avec son chapeau à la main et son visage de pierre. Il avait refusé de croiser son regard. « J'ai parlé avec le patriarche des Mattei », avait-il dit d'une voix sans émotion. « Ils acceptent de passer l'éponge sur l'incident si tu te maries avec Claude. C'est généreux de leur part. Tu leur as causé beaucoup de tort. » L'incident. Il appelait son enlèvement un incident. Il appelait sa lutte pour sa dignité du tort causé. « Papa » avait-elle dit, et sa voix tremblait non pas de peur mais de rage contenue. « Papa, ils m'ont volé. Ils m'ont traîné de force dans cette maison. Isabelle m'a trahi. Et toi, tu appelles ça un incident ?» Henri avait enfin levé les yeux vers elle. Dans ce regard, Marie-Ange avait cherché son père, l'homme qui autrefois la portait sur ses épaules pour cueillir les châtaignes, l'homme qui lui avait appris à reconnaître les traces des sangliers dans la forêt. Mais elle n'avait vu qu'un étranger prisonnier des lois anciennes. « Tu es une femme, Marie-Ange. Une femme doit obéir, d'abord à son père, ensuite à son mari. C'est la loi de Dieu et la loi des hommes. Les Mattei t'ont choisi. Ton honneur est engagé maintenant. Si tu refuses, personne d'autre ne voudra de toi. Tu seras marqué, la famille sera marquée. Ta mère, tes sœurs, toutes seront touchées par ta honte. Est-ce que tu veux ça ? Je ne suis pas un objet qu'on échange, avait-elle crié. Je ne suis pas une brebis qu'on vend au marché. J'ai le droit de choisir ma vie. Henri s'était levé brusquement, renversant presque la chaise. Assez. Tu as toujours été trop fier, trop têtu, toujours à vouloir ce qui n'est pas pour toi. Regarde où ça t'a mené. Si tu étais resté à ta place, si tu avais accepté les prétendants que je t'avais trouvés, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est ta faute, Marie-Ange. Ta faute. Il était parti en claquant la porte, et Marie-Ange était restée debout au milieu de la pièce, tremblante, les poings serrés si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. C'est ta faute. Les mots résonnaient encore dans sa tête, comme si c'était sa faute d'avoir été trahi. Comme si c'était sa faute d'avoir été kidnappée. Comme si le simple fait d'exister en tant que femme avec des rêves était un crime. Cette nuit-là, Marie-Ange avait pleuré pour la première fois depuis son enlèvement. Elle avait pleuré de rage, de douleur, de solitude. Elle avait pleuré sur son père perdu, sur sa liberté volée, sur toutes les femmes qui avant elle avaient été brisées par ce système impitoyable. Mais au matin, elle avait séché ses larmes. Les larmes ne servaient à rien. Il lui fallait un plan. Et elle avait un plan fou, désespéré. Mais c'était le seul qu'elle avait. Il reposait sur une dette, sur un homme qu'elle avait sauvé 3 ans auparavant dans les montagnes. Un homme qui lui avait juré qu'il lui rendrait sa dette, quoi qu'il arrive. Elle ne savait pas s'il tiendrait parole. Elle ne savait même pas s'il était encore en vie. Mais c'était son unique chance. Elle s'approcha de la fenêtre. La chambre était au 2e étage de la vieille maison Mattei, mais pas très haut.
En dessous, il y avait un appentis avec un toit en tuiles. Si elle pouvait atteindre ce toit, elle pourrait sauter dans la cour, escalader le mur et courir vers la liberté. Elle avait étudié chaque détail pendant ces 2 semaines. Elle connaissait les habitudes de la maison. La vieille mère de Claude se couchait tôt. Les frères Mattei allaient trop boire au café du village tous les soirs. Claude lui-même, après sa dernière tentative ratée, où elle lui avait planté ses ongles dans les yeux, n'osait plus approcher. Ce soir, elle tenterait sa chance. Elle attendrait minuit, quand toute la maison dormirait. Elle attacherait ensemble les draps du lit pour faire une corde, elle se laisserait glisser le long du mur, et ensuite, elle courait. Elle courait à travers le maquis qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle suivrait les sentiers secrets que seuls les bergers et les contrebandiers connaissaient. Elle irait chez François Albertini, le vieux facteur à la retraite qui vivait seul à la sortie du village. François était un homme bon. Il avait toujours eu un faible pour Marie-Ange depuis qu'elle avait aidé à mettre au monde son petit-fils. Il lui avait dit une fois « Si tu as besoin d'aide un jour, ma porte est ouverte ». Elle espérait qu'il ne l'avait pas dit en l'air. Elle espérait qu'il aurait le courage de la cacher, de lui donner de l'argent pour le bus, parce qu'elle devait atteindre Marseille. Elle devait retrouver Dominique Laurent. Dominique Laurent. Ce nom résonnait dans sa tête comme une prière, comme un talisman. L'homme qu'elle avait trouvé mourant dans une bergerie abandonnée 3 ans auparavant. L'homme qu'elle avait soigné pendant des semaines, cachant sa présence même à sa propre famille. L'homme qui lui devait la vie et qui le savait. Avant de partir, il lui avait donné son adresse à Marseille, écrite sur un bout de papier froissé, qu'elle gardait encore cousu dans l'ourlet de sa jupe. « Si un jour tu as besoin de moi, avait-il dit, viens me trouver. Je te jure sur tout ce qui m'est sacré que je t'aiderai. » Elle avait besoin de lui maintenant. Elle avait désespérément besoin de lui. Parce que Dominique Laurent n'était pas n'importe qui. C'était un médecin, un chirurgien militaire qui avait servi en Algérie. Un homme qui connaissait le monde extérieur, qui avait des relations, qui pourrait l'aider à s'inscrire dans une école de sage-femme. Un homme qui comprendrait son rêve parce qu'il avait lui-même consacré sa vie à soigner. Marie-Ange toucha l'ourlet de sa jupe, sentant sous ses doigts le papier rigide cousu à l'intérieur. L'adresse était toujours là, rue de la République, Marseille, son billet pour la liberté, son billet pour l'avenir. Elle regarda le ciel qui s'assombrissait derrière la fenêtre. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant les nuages en rouge et en or. Un rouge comme le sang, un or comme l'espoir. Ce soir, pensa-t-elle, ce soir, je reprends ma vie. Ce soir, je deviens libre ou je meurs en essayant. Mais je ne resterai pas 1 minute de plus dans cette cage. Les Mattei pensaient avoir capturé une colombe. Ils allaient découvrir qu'ils avaient enfermé un faucon. Et les faucons ne restent jamais en cage. 3 ans plus tôt, par une matinée d'octobre où le brouillard s'accrochait aux crêtes comme de la laine blanche, Marie-Ange était partie dans les hauteurs pour cueillir des plantes. Sa mère avait besoin de thym sauvage et d'immortelle pour préparer ses tisanes. Et les meilleurs poussaient là-haut, près des bergeries abandonnées où plus personne ne montait. Marie-Ange aimait ses expéditions solitaires. Là-haut, elle était libre. Personne ne lui disait ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Seuls les aigles la surveillaient. Elle avait rempli son panier et s'apprêtait à redescendre quand elle avait entendu un gémissement. Un son faible, presque animal, qui venait de la vieille bergerie des Luciani. La bâtisse était en ruine depuis 10 ans. Depuis que le vieux Luciani était mort et que ses fils étaient partis travailler sur le continent. Marie-Ange s'était approchée prudemment. Les bergeries abandonnées servaient parfois de refuge aux sangliers ou aux renards. Mais ce n'était pas un animal, c'était un homme. Il était allongé sur le sol de pierre, appuyé contre le mur, et sa jambe gauche était dans un état épouvantable. Le pantalon était déchiré et taché de sang séché. La chair autour de la cheville était enflée, rouge et violette, avec des traînées sombres qui remontaient le long du mollet. Marie-Ange reconnut immédiatement les signes. Infection. Gangrène probablement. Sans traitement, cet homme mourrait dans quelques jours. Il avait ouvert les yeux en l'entendant approcher. Des yeux fiévreux, brillants de douleur et de fièvre. De l'eau, avait-il murmuré en français avec un accent du continent. S'il vous plaît, de l'eau. Marie-Ange avait sorti sa gourde et l'avait fait boire. Il avait bu avidement, ses mains tremblaient, tellement qu'il renversait la moitié de l'eau. « Qui êtes-vous » avait-elle demandé. « Que faites-vous ici » ? Dominique Laurent avait-il répondu d'une voix rauque. « Médecin, chirurgien militaire. J'ai terminé mon service en Algérie. Je vous laisse traverser les montagnes pour rejoindre Ajaccio. J'ai glissé sur les rochers il y a 3 jours. Je me suis tordu la cheville. Je pensais que ce n'était rien, mais l'infection s'est installée. » Marie-Ange avait examiné la jambe avec attention. Elle avait vu suffisamment de blessures infectées pour savoir que c'était grave, très grave. Vous êtes médecin et vous avez laissé une blessure s'infecter comme ça ? Il avait eu un rire amer. J'avais de la morphine pour la douleur, rien d'autre. Mon sac médical est resté dans la voiture que j'ai louée en bas. Je pensais que la traversée prendrait quelques heures. J'ai été stupide. Marie-Ange avait réfléchi rapidement. Elle ne pouvait pas le laisser mourir ici, mais elle ne pouvait pas non plus le ramener au village. Un étranger du continent,
Un militaire de surcroît, cela poserait trop de questions. Son père la tuerait si elle ramenait un homme à la maison. « Écoutez-moi, avait-elle dit, je vais vous aider, mais vous devez rester ici. Personne ne doit savoir que vous êtes là. Je reviendrai ce soir avec des médicaments, de la nourriture, des couvertures. Vous comprenez ?» Il avait hoché la tête faiblement. « Pourquoi vous feriez ça ? Parce que je ne laisse pas les gens mourir quand je peux les aider, » avait-elle répondu simplement. Ce soir-là, elle était revenue avec un sac rempli de tout ce qu'elle avait pu rassembler sans éveiller les soupçons. Des bandages propres, de l'alcool à 90 degrés que son père gardait pour les occasions spéciales, du miel pour les plaies, des herbes antiseptiques, du pain, du fromage, de l'eau. Elle avait également pris dans la réserve de sa mère quelques pilules de pénicilline qu'un médecin d'Ajaccio avait données à Françoise des années auparavant pour les urgences. Dominique était conscient, mais la fièvre montait. Marie-Ange avait allumé un petit feu dans l'âtre de la bergerie, avait fait bouillir de l'eau. Ensuite, avec une détermination qui avait surpris le médecin, elle avait nettoyé la plaie. Il avait serré les dents pour ne pas crier pendant qu'elle versait l'alcool sur la chair à vif. Elle avait appliqué une pâte de miel et d'herbe, avait bandé la jambe avec soin, lui avait fait avaler 2 pilules de pénicilline. « Vous avez fait ça souvent ?» avait-il demandé quand elle eut terminé. « J'aide ma mère, elle est sage-femme, mais elle soigne aussi les blessures quand il n'y a pas de médecin. Il n'y a jamais de médecin ici. » Il l'avait regardée avec un respect nouveau. « Vous avez de bonnes mains, des mains de soignante. Vous devriez étudier la médecine. » Marie-Ange avait souri amèrement. « Mon père dit qu'une femme n'a pas besoin d'étudier, qu'elle doit se marier et avoir des enfants. C'est tout. » Dominique avait fermé les yeux, épuisé. « Quel gâchis !» avait-il murmuré, avant de sombrer dans un sommeil agité. Marie-Ange était restée encore 1 heure, s'assurant que le feu ne s'éteigne pas, que les couvertures le gardent au chaud. Puis elle était rentrée chez elle dans la nuit noire, son cœur battant à l'idée de ce secret qu'elle portait maintenant. Pendant 3 semaines, elle était venue tous les soirs. Elle racontait à ses parents qu'elle allait prier à la chapelle isolée au-dessus du village, ou qu'elle cherchait des plantes rares qui ne poussaient que la nuit. Elle mentait avec une facilité qui l'étonnait elle-même, mais c'était pour une bonne cause. Dominique se rétablissait lentement. La fièvre avait baissé, l'infection reculait, la chair reprenait une couleur normale. Au bout de 2 semaines, il pouvait se tenir debout avec une béquille improvisée. Pendant ses longues soirées dans la bergerie, il parlait. Dominique lui racontait la guerre en Algérie, les horreurs qu'il avait vues, les vies qu'il avait essayé de sauver dans des conditions impossibles. Il parlait de Paris, où il avait étudié, de Marseille, où il comptait s'installer pour ouvrir un cabinet. Il parlait de médecine avec une passion qui faisait briller ses yeux. Et Marie-Ange buvait ses paroles comme une terre assoiffée boit la pluie. Elle lui racontait sa vie à elle, la mort de Georgette, son rêve d'étudier, le refus de son père, l'impossibilité de partir. Dominique l'écoutait avec attention, et dans son regard, elle voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez les hommes du village, du respect, de la considération. Comme si son rêve était légitime, comme si elle était son égale. Un soir, alors qu'il était presque guéri, et qu'ils savaient tous les deux qu'il partirait bientôt, il lui avait pris la main. « Marie-Ange, vous m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Si un jour vous avez besoin d'aide, n'importe quelle aide, vous venez me trouver. Vous m'entendez ?» Il avait sorti un bout de papier froissé de sa poche, avait écrit son adresse avec un crayon. « Rue de la République, Marseille. C'est là que je serai. Je vous le jure sur ma vie. Si vous venez, je vous aiderai. Je vous aiderai à réaliser votre rêve. » Marie-Ange avait pris le papier avec des mains tremblantes. « Pourquoi vous feriez ça ? Parce que le talent ne devrait jamais être gâché. Parce que vous méritez mieux que ce que ce village vous offre. Et parce que je vous dois tout. » Il avait serré sa main une dernière fois. « Promettez-moi que si vous en avez besoin, vous viendrez. Promettez-le-moi. » Elle avait promis, sans savoir qu'un jour, cette promesse serait sa seule planche de salut. Le lendemain matin, Dominique était parti avant l'aube. Marie-Ange était montée une dernière fois à la bergerie et avait trouvé l'endroit vide, nettoyé. Seul restait un petit paquet enveloppé dans du tissu. À l'intérieur, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, et un mot. « Pour votre avenir, utilisez-le quand le moment viendra. Avec toute ma gratitude. D.L. » Marie-Ange avait caché l'argent et le papier avec l'adresse dans l'ourlet de sa jupe. Pendant 3 ans, elle les avait gardés là, comme un talisman, comme une promesse d'un autre monde possible. Et maintenant, enfermée dans cette chambre des Mattei, ce talisman allait devenir sa clé pour la liberté. Minuit approchait. Marie-Ange était assise sur le bord du lit, tous ses sens en alerte, écoutant les bruits de la maison qui s'endormait. Les voix des hommes Mattei qui rentrèrent du café s'étaient tues depuis 1 heure. Les pas lourds de la vieille mère avaient cessé de résonner dans le couloir. Même les chiens dans la cour s'étaient recalmés. C'était le moment. Elle se leva sans faire de bruit et s'approcha du lit. Les draps étaient vieux et usés, mais solides. Elle en arracha 3, les déchira en longues bandes qu'elle noua ensemble avec des nœuds serrés,
qu'elle avait appris à faire en aidant les bergers à attacher les bêtes. Elle tira sur chaque nœud pour vérifier la solidité. Sa vie dépendait de ses liens de fortune. Quand elle fut satisfaite, elle attacha une extrémité au pied du lit en fer forgé, le seul meuble assez lourd pour supporter son poids. Elle enfila sa veste de laine par-dessus sa robe. Dans ses poches, elle glissa le peu qu'elle possédait. Un morceau de pain qu'elle avait gardé du dîner, un bout de fromage enveloppé dans un chiffon, et surtout, l'argent que Dominique lui avait laissé 3 ans auparavant. Elle avait décousu l'ourlet de sa jupe pendant l'après-midi et récupéré les billets, soigneusement pliés, et le papier avec l'adresse. Tout était là. Tout ce dont elle avait besoin pour recommencer une vie. Elle s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit lentement, centimètre par centimètre, priant pour que les gonds ne grincent pas. Dieu merci, la fenêtre était silencieuse. L'air frais de la nuit entra dans la chambre, portant l'odeur du maquis et de la liberté. Marie-Ange se pencha et regarda en bas. Le toit de la pentisse était là, environ 3 mètres plus bas. Elle pouvait le faire. Elle devait le faire. Elle lança la corde de drap par la fenêtre et la regarda se dérouler jusqu'à toucher presque le toit. Parfait. Elle enjamba le rebord de la fenêtre, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait réveiller toute la maison. Ses mains agrippèrent la corde de tissu. Elle prit une grande inspiration, murmura une prière rapide à la Vierge Marie et commença sa descente. Le tissu mordait dans ses paumes, ses bras tremblaient sous l'effort. Elle descendait main après main, ses pieds cherchant un appui contre le mur de pierre rugueuse. Le vent nocturne faisait bouger la corde, la balançait légèrement. « Ne regarde pas en bas », se dit-elle. « Continue, continue ». Ses bras brûlaient, ses mains glissaient. Encore 1 mètre, encore quelques secondes. Ses pieds touchèrent les tuiles du toit. Un soulagement immense la traversa. Elle lâcha la corde et s'accroupit sur le toit, reprenant son souffle, écoutant. Aucun bruit, personne ne l'avait entendu. Elle avança à 4 pattes sur les tuiles qui craquaient sous son poids, priant pour qu'aucune ne se brise. Au bord du toit, il y avait environ 2 mètres jusqu'au sol de la cour. Elle se laissa pendre, ses doigts agrippés au rebord, puis elle lâcha prise. Elle atterrit sur ses pieds avec un bruit sourd qui lui sembla assourdissant dans le silence de la nuit. Son cœur s'arrêta. Les chiens allaient aboyer. Mais miracle, les bêtes restèrent silencieuses. Elle réalisa que ces chiens la connaissaient maintenant. Après 2 semaines, ils avaient senti son odeur tous les jours. Ils ne la considéraient ni pas comme une étrangère. Elle leur renvoya une bénédiction silencieuse et courut vers le mur de la cour. Le mur faisait 2 mètres de haut. Marie-Ange trouva un vieux tonneau vide, appuyé contre le mur de la maison, le roula sans bruit jusqu'au mur d'enceinte, grimpa dessus. De là, elle put agripper le haut du mur et se hisser. Ses muscles protestaient, mais l'adrénaline lui donnait une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle se retrouva à califourchon sur le mur, regarda une dernière fois la maison sombre des Mattei. « Allez au diable », pensa-t-elle. Puis elle sauta de l'autre côté. Elle courut comme elle n'avait jamais couru de sa vie, ses pieds martelant le chemin de terre qui sortait du village. La lune, à moitié pleine, éclairait faiblement le paysage. Marie-Ange connaissait chaque pierre de ces sentiers. Elle avait grandi ici. Elle quitta rapidement la route principale et s'enfonça dans le maquis, suivant un sentier de chèvres que seuls les bergers connaissaient. Les branches griffaient son visage et ses mains, mais elle ne ralentissait pas. Elle devait mettre le maximum de distance entre elle et la maison avant qu'on découvre sa fuite. Elle courut pendant ce qui lui sembla des heures, son souffle brûlant dans sa gorge, un point de côté lui transperçant les côtes. Enfin, elle s'arrêta près d'un gros rocher pour reprendre son souffle et s'orienter. Elle regarda le ciel. Les étoiles lui indiquaient la direction. Elle devait contourner le village par l'ouest, passer près de la chapelle abandonnée, puis descendre vers la maison de François Albertini qui vivait à l'écart, près du vieux pont romain. Elle repartit, plus lentement cette fois, économisant ses forces. L'aube n'était plus très loin. Dans quelques heures, la vieille mère Mattei entrerait dans la chambre avec le petit déjeuner et découvrirait la fenêtre ouverte et les draps disparus. Alors, il se lancerait à sa poursuite. Les hommes, les chiens, toute une battue dans les montagnes. Marie-Ange devait avoir quitté la région avant. Elle devait être dans le bus pour Ajaccio avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. Elle atteignit enfin la petite maison de François. C'était une bâtisse modeste en pierre, avec un toit de tuiles rouges et un jardin potager bien entretenu. Aucune lumière aux fenêtres, François dormait. Marie-Ange s'approcha de la porte et frappa doucement. Pas de réponse. Elle frappa un peu plus fort. « Monsieur François, c'est moi, Marie-Ange Santini. S'il vous plaît, ouvrez. » Un long moment passa. Puis elle entendit des pas traînant à l'intérieur. La porte s'ouvrit sur François en chemise de nuit, une lampe à huile à la main, l'air ensommeillé et confus. « Marie-Ange, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle entra rapidement et referma la porte derrière elle. « Monsieur François, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'argent pour le bus et d'un endroit où me cacher jusqu'au matin. S'il vous plaît, je vous expliquerai tout, mais je vous en supplie, aidez-moi. » François la regarda attentivement. Il vit son visage griffé par les ronces, ses mains écorchées, ses vêtements déchirés.
Et surtout, il vit la peur et la détermination mélangées dans ses yeux. Il hocha lentement la tête. « Tu as des ennuis avec les Mattei, c'est ça ? Tout le village sait qu'ils t'ont enlevé. Ton père a accepté le mariage, mais toi tu ne veux pas. » Marie-Ange sentit les larmes monter. « Je ne peux pas épouser Claude Mattei, monsieur François. Je préférerais mourir. Il faut que je parte d'ici. Il faut que j'aille à Marseille. » Le vieil homme soupira profondément. « Si je t'aide, les Mattei ne me le pardonneront jamais. Ton père non plus. » Marie-Ange prit ses mains ridées dans les siennes. « Je sais, je n'ai pas le droit de vous demander ça. Mais vous m'avez dit un jour que si j'avais besoin d'aide, votre porte serait ouverte. Vous vous souvenez ? Quand j'ai aidé à mettre au monde votre petit-fils, François ferma les yeux un instant. Son visage montrait le combat intérieur qu'il menait. Puis il les rouvrit et sourit, tristement. « Je me souviens. » Et François Albertini ne revient jamais sur sa parole. « Viens, assieds-toi. Je vais te préparer un café et quelque chose à manger. Le premier bus pour Ajaccio passe à 6 heures du matin. Tu as de l'argent pour le billet ?» Marie-Ange hocha la tête. « J'ai assez. » François disparut dans sa cuisine et revint quelques minutes plus tard avec du café chaud, du pain frais et du jambon. « Mange, tu as besoin de force. Et après, tu dormiras un peu sur le canapé. Je te réveillerai à 5h30. On ira ensemble à l'arrêt de bus. » Marie-Ange mangea avec appétit malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Chaque bouchée lui redonnait un peu de force. Quand elle eut terminé, François lui tendit une couverture. « Dors maintenant, petite. Demain commence ta nouvelle vie. » Marie-Ange s'allongea sur le vieux canapé usé qui sentait le tabac et la lavande. Pour la première fois depuis 2 semaines, elle se sentit en sécurité. Ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes et elle sombra dans un sommeil sans rêve. François la réveilla avant l'aube en posant doucement une main sur son épaule. Marie-Ange sursauta, le cœur battant, avant de réaliser où elle était. « C'est l'heure, petite. Le bus arrive dans 20 minutes. » Le vieil homme lui tendit un paquet enveloppé dans du papier journal. « Du pain, du saucisson et du fromage pour le voyage. Et prends ça aussi. » Il glissa dans sa main quelques billets froissés. « C'est pas grand-chose, mais ça t'aidera les premiers jours à Marseille. » Marie-Ange voulut protester, mais François leva la main. « Pas de discussion. Tu m'as donné mon petit-fils vivant et en bonne santé. Sans toi et ta mère, ma belle-fille et le bébé seraient morts tous les deux. C'est moi qui ai une dette envers toi. Maintenant viens, il ne faut pas traîner. » Ils sortirent dans l'air frais du matin. Le ciel commençait à peine à pâlir à l'est. Ils marchèrent rapidement jusqu'à l'arrêt de bus sur la route principale, à 500 mètres du village. Marie-Ange scrutait nerveusement les alentours. À tout moment, elle s'attendait à voir surgir les frères Mattei. Mais la route était déserte. Seul le chant des oiseaux brisait le silence. Au loin, elle entendit le grondement du moteur du bus qui montait péniblement la route de montagne. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était vraiment en train d'arriver. Elle allait vraiment partir. Le vieux bus bleu et blanc apparut au tournant, crachotant de la fumée noire. Il s'arrêta dans un grincement de frein. La porte s'ouvrit et le chauffeur, un homme corpulent avec une moustache épaisse, la regarda sans curiosité particulière. « Ajaccio ?» Marie-Ange hocha la tête et tendit l'argent pour le billet. Elle se tourna vers François. Le vieil homme avait les yeux humides. « Va, petite, va faire ce que tu dois faire. Deviens ce que tu es censé devenir. Et si un jour tu reviens par ici, viens me voir. J'aimerais savoir comment ton histoire se termine. Merci, monsieur François. Merci pour tout. Je ne vous oublierai jamais. » Elle monta dans le bus et trouva une place près de la fenêtre au fond. Le bus redémarra avec une secousse. Marie-Ange regarda François qui agitait la main, puis le village qui s'éloignait, puis les montagnes qu'elle connaissait depuis toujours. Elle ne savait pas si elle les reverrait un jour. Une partie d'elle espérait que non. Une autre partie sentait déjà le pincement de la nostalgie. Le trajet jusqu'à Ajaccio dura 3 heures. Le bus s'arrêtait dans chaque village, prenait des passagers qui montaient avec leurs paniers de légumes, leurs poules dans des cages, leur bavardage incessant. Marie-Ange gardait la tête baissée, craignant de croiser quelqu'un qui la reconnaîtrait. Mais personne ne lui prêta attention. Elle n'était qu'une jeune femme de plus parmi tant d'autres, anonyme et invisible. À Ajaccio, elle descendit à la gare routière et se dirigea immédiatement vers le guichet des ferries. Le prochain bateau pour Marseille partait dans 2 heures. Elle acheta un billet de 3e classe avec l'argent de Dominique. Il lui restait juste assez pour survivre quelques jours une fois arrivée. Ensuite, il faudrait qu'elle trouve du travail rapidement. Mais d'abord, elle devait retrouver Dominique Laurent, rue de la République. Elle répétait l'adresse dans sa tête comme une prière. La traversée fut longue et houleuse. Marie-Ange passa la majeure partie du voyage sur le pont, respirant l'air marin, regardant la Corse s'éloigner puis disparaître à l'horizon. Quand elle ne vit plus que l'eau bleue dans toutes les directions, elle sentit quelque chose se briser en elle. Les larmes vinrent enfin, toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant ces semaines terribles. Elle pleura sur son enfance perdue, sur son père qui l'avait trahi, sur Isabelle qui avait vendu leur amitié. Elle pleura de peur aussi, peur de l'inconnu qui l'attendait,
peur d'avoir fait une terrible erreur. Mais quand le ferry entra dans le port de Marseille, au coucher du soleil, et qu'elle vit la grande ville s'étaler devant elle avec ses immeubles hauts, ses rues illuminées, ses milliers de fenêtres qui brillaient comme des étoiles terrestres, la peur se transforma en quelque chose d'autre, de l'émerveillement, de l'excitation, de l'espoir. Marseille était immense, bruyante, grouillante de vie. C'était l'opposé exact de son village silencieux et étouffant. Ici, personne ne la connaissait. Ici, elle pouvait devenir n'importe qui. Elle descendit du ferry avec sa petite valise contenant tout ce qu'elle possédait au monde et se retrouva perdue dans la foule du port. Des dockers chargeaient et déchargeaient des cargaisons. Des vendeurs ambulants crièrent leurs marchandises. Des voitures klaxonnaient, des gens couraient dans tous les sens. Marie-Ange resta figée un moment, submergée par le bruit et l'agitation. Puis elle prit une grande inspiration et s'approcha d'un policier. « Excusez-moi, monsieur, comment je fais pour aller rue de la République ?» Le policier lui indiqua le tramway. 24 minutes plus tard, Marie-Ange descendait dans une large avenue bordée d'immeubles bourgeois avec des façades ornées. La rue de la République. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle chercha le numéro que Dominique avait écrit. 47. Elle trouva l'immeuble, un bâtiment de 5 étages avec une grande porte en bois sculpté. Elle entra dans le hall et regarda le tableau des noms. Laurent, Dr D. 3e étage. Elle monta lentement les escaliers, ses jambes tremblaient. Que se passerait-il s'il avait déménagé? S'il ne se souvenait pas d'elle? S'il refusait de l'aider? Elle atteignit le 3e étage et resta devant la porte un long moment avant de trouver le courage de frapper. 3 coups fermes. Un silence. Puis des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Dominique Laurent se tenait devant elle. Il avait vieilli un peu, quelques fils gris dans ses cheveux noirs, mais c'était bien lui. Il la regarda sans la reconnaître tout de suite. « Oui !» Puis ses yeux s'élargirent. « Marie-Ange » Marie-Ange Santini, c'est vous? Elle hocha la tête, incapable de parler, toute son énergie épuisée. Dominique la regarda de la tête aux pieds, vit ses vêtements froissés, son visage fatigué, ses yeux rougis. Il n'hésita pas une seconde. Entrez. Entrez vite. Elle entra dans un appartement confortable rempli de livres et de meubles élégants. Dominique ferma la porte et la guida vers un canapé. « Asseyez-vous, je vais vous chercher de l'eau. Que s'est-il passé? Vous êtes blessé ?» Marie-Ange secoua la tête. « Non, je vais bien. Enfin, physiquement. Mais j'ai eu besoin de votre aide. Vous m'aviez dit que si un jour j'avais besoin, je pouvais venir. Vous vous souvenez? Bien sûr que je me souviens. Je n'oublie jamais mes promesses. Racontez-moi tout. » Et Marie-Ange raconta. L'enlèvement, la trahison, le refus de son père, la fuite. Dominique écoutait en silence. Son visage devenait de plus en plus sombre. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. Puis il dit d'une voix calme mais déterminée, « Vous allez rester ici. J'ai une chambre d'amis. Vous ne sortirez plus dans la rue seul jusqu'à ce que nous soyons sûrs que personne ne vous cherche. Et ensuite, nous allons vous inscrire dans la meilleure école de sage-femme de Marseille. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas ?» Marie-Ange sentit les larmes couler sur ses joues. « Oui, c'est tout ce que je veux. » Dominique sourit. « Alors c'est ce que nous ferons. Vous m'avez sauvé la vie, Marie-Ange. Maintenant c'est mon tour de sauver la vôtre. Ou plutôt, de vous aider à la construire. Bienvenue à Marseille. Bienvenue dans votre nouvelle vie. » Les premiers jours à Marseille furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Marie-Ange passait des heures à regarder par la fenêtre de l'appartement de Dominique, fascinée par le spectacle de la ville. Les rues grouillaient de vie à toute heure. Des voitures, des bus, des mobylettes circulaient dans un chaos organisé. Les gens marchaient vite, parlaient fort, riaient, sans retenue. C'était si différent de son village où chaque geste était mesuré, chaque parole pesée, chaque regard surveillé. Dominique tenait parole. Il l'installa dans la chambre d'amis, un petit espace lumineux avec un lit confortable, une armoire et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où poussait un figuier. C'était le premier espace qui lui appartenait vraiment, où personne ne pouvait entrer sans permission, où elle pouvait fermer la porte et être seule avec elle-même. Cette simple liberté la faisait pleurer de gratitude. Il l'emmena acheter des vêtements convenables pour la ville. Marie-Ange découvrit les grands magasins avec leurs étages infinis de marchandises, leurs lumières éblouissantes, leurs vendeuses parfumées. Elle choisit des pantalons, chose impensable en Corse, des chemisiers simples, un manteau de laine pour l'hiver qui approchait. Dominique payait tout avec une générosité tranquille qui la gênait. « Je vous rembourserai, promettait-elle. Quand je travaillerai, je vous rembourserai chaque centime. » Il souriait. « Nous verrons. Pour l'instant, concentrez-vous sur vos études. » Les études. Dominique avait déjà commencé les démarches. Il connaissait le directeur de l'école de sage-femme de la Conception, un vieil ami de ses années d'étudiant en médecine. Le problème était que Marie-Ange n'avait pas son baccalauréat. En Corse, elle avait quitté l'école à 16 ans pour aider sa mère à plein temps. Mais Dominique avait trouvé une solution. Il existait des cours préparatoires pour les adultes qui voulaient reprendre leurs études. 6 mois de cours intensifs, puis un examen d'entrée à l'école de sage-femme. Marie-Ange s'inscrivit avec une détermination féroce.
Les cours avaient lieu dans une vieille école municipale près du Vieux-Port. Elle y allait tous les jours, son cahier sous le bras, son crayon à la main, son esprit affamé de connaissances. Elle étudiait les mathématiques, les sciences, le français, l'histoire. Des matières qu'elle n'avait jamais vraiment apprises, des mondes qu'elle n'avait jamais explorés. Elle dévorait les livres que Dominique lui prêtait, passait ses soirées à réviser jusqu'à tard dans la nuit. C'est dans ces cours qu'elle rencontra Nathalie Moreau. Nathalie venait de Paris, avait 23 ans comme Marie-Ange et voulait devenir sage-femme après avoir travaillé plusieurs années comme secrétaire. Elle était tout ce que Marie-Ange n'était pas. Extravertie, rieuse, moderne, libérée. Elle portait des jupes courtes, fumait des cigarettes, parlait de politique et de droits des femmes avec une passion qui laissait Marie-Ange bouche bée. Les deux jeunes femmes devinrent rapidement amies. Nathalie fut la première personne en dehors de Dominique à qui Marie-Ange raconta son histoire. Elles étaient assises dans un café près de l'école, buvant un chocolat chaud par un après-midi pluvieux de novembre. Nathalie avait écouté sans l'interrompre, ses yeux s'élargissant de plus en plus. Quand Marie-Ange eut terminé, Nathalie abattit son poing sur la table, faisant sursauter les clients voisins. « C'est criminel !» s'exclama-t-elle. « Ils devraient tous être en prison. Ton père, les Mattei, cette garce d'Isabelle, comment peut-on faire ça à quelqu'un en 1973 ? On n'est plus au Moyen-Âge. » Marie-Ange avait souri tristement. En Corse, certaines choses ne changent pas. Nathalie avait secoué la tête avec véhémence. « Eh bien, tu es à Marseille maintenant. Ici, tu es libre. Ici, personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Tu vas devenir sage-femme, tu vas aider des centaines de femmes et tu vas leur montrer qu'on peut choisir sa propre vie. C'est la meilleure vengeance que tu puisses avoir. » Cette conversation avait donné à Marie-Ange une nouvelle énergie, un nouveau sens à sa lutte. Les mois passèrent, l'hiver arriva, froid et humide, si différent des hivers secs de Corse. Marie-Ange découvrait la ville petit à petit. Le Vieux-Port avec ses bateaux de pêche et ses vendeurs de poissons, la Canebière avec ses grands boulevards, les quartiers populaires où se mélangeaient toutes les langues du monde. Elle marchait des heures, s'imprégnant de cette liberté nouvelle, de cet anonymat précieux. Dans l'appartement, la relation entre Marie-Ange et Dominique évoluait lentement. Au début, il était simplement son bienfaiteur, son sauveur. Mais au fil des soirées passées à discuter autour de la table de la cuisine, des dimanches où ils allaient se promener ensemble au parc Borély, quelque chose d'autre naissait, une complicité, une tendresse. Un jour, en janvier, alors qu'ils rentrèrent d'une promenade sous la neige rare qui tombait sur Marseille, Dominique s'était arrêté devant la porte de l'immeuble. « Marie-Ange, je dois vous dire quelque chose. » Elle avait levé les yeux vers lui, son cœur battant soudain plus fort. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. Je ne voulais pas. Je sais que vous avez traversé tellement d'épreuves. Je sais que la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'un homme qui complique votre vie. Mais je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose. Je voulais juste que vous sachiez. » Marie-Ange était restée silencieuse un long moment, puis elle avait pris sa main. « Dominique, vous m'avez donné ma liberté. Vous m'avez traité comme un être humain, pas comme une propriété. Vous croyez en moi, en mes rêves. Comment pourrais-je ne pas développer des sentiments pour vous ? Mais j'ai peur, j'ai si peur de perdre cette liberté que je viens à peine de gagner. » Il avait serré sa main. « Je ne veux pas vous enfermer, Marie-Ange. Je veux vous voir voler. Si nous devons être ensemble, ce sera comme deux personnes libres qui choisissent de partager leur chemin. » Pas autrement, leur histoire d'amour s'était développée lentement, respectueusement, sans précipitation. Dominique était patient, attentif, doux. Il effaçait petit à petit les blessures que les hommes de Corse avaient infligées à Marie-Ange. Il lui montrait qu'un homme pouvait être un partenaire, pas un maître, un compagnon, pas un propriétaire. En juin, Marie-Ange passa brillamment son examen d'entrée à l'école de sage-femme. Nathalie réussit également. Elles s'étaient jetées dans les bras l'une de l'autre en riant et en pleurant quand les résultats avaient été affichés. 3 années d'études les attendaient. 3 années difficiles, mais excitantes. Marie-Ange s'y lança avec une passion dévorante. Elle était la meilleure élève de sa promotion. Toujours la première à lever la main, toujours la dernière à partir de la bibliothèque. Elle apprenait l'anatomie, la physiologie, l'obstétrique moderne. Elle assistait à ses premiers accouchements à l'hôpital sous la supervision de sages-femmes expérimentées. Elle voyait des choses que sa mère n'avait jamais vues, utilisait des instruments que Françoise n'avait jamais eus. Et à chaque accouchement réussi, à chaque mère et enfant sauvé, elle pensait à Georgette. « Je le fais pour toi », murmurait-elle, « pour que plus jamais une femme ne meure comme toi. » Les années passèrent comme un rêve. Marie-Ange et Dominique emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand. Ils se marièrent discrètement à la mairie du 6e arrondissement, avec Nathalie et un collègue de Dominique comme témoins. Pas de grande cérémonie, pas de famille, juste eux deux et leur choix. Marie-Ange portait une robe blanche simple. Elle était radieuse. C'était son mariage, celui qu'elle avait choisi.
avec l'homme qu'elle aimait, l'opposé exact de ce que les Mattei avaient voulu lui imposer. En 1976, Marie-Ange obtint son diplôme de sage-femme avec les félicitations du jury. Elle avait 26 ans. 7 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Georgette. 7 ans depuis son enlèvement et sa fuite. Elle avait réussi. Elle avait vaincu, mais un rêve plus grand encore germait dans son cœur. « Et si je retournais en Corse ?» dit-elle un soir à Dominique. « Pour ouvrir une vraie clinique là-bas ? Pour apporter la médecine moderne dans les montagnes ?» Dominique la regarda longuement. « Tu es sûre ? Après tout ce qui s'est passé ?» Elle hocha la tête. « C'est justement à cause de tout ce qui s'est passé. Je veux montrer qu'on peut changer les choses. » Dominique sourit. « Alors allons-y. Retournons en Corse ensemble. » Le retour en Corse fut plus difficile que Marie-Ange ne l'avait imaginé. Ils arrivèrent au village par un matin d'avril où les genêts fleurissaient sur les collines, répandant leur parfum sucré dans l'air printanier. Marie-Ange sentit son cœur se serrer en reconnaissant les contours familiers des montagnes, le clocher de l'église, les maisons de pierre accrochées à la pente. 7 ans s'étaient écoulés, mais rien n'avait changé, ou presque rien. Dominique conduisait leur vieille Citroën sur le chemin caouteux. À côté de Marie-Ange, sur le siège arrière, dormait leur fils Antoine, âgé de 6 mois. Le bébé était né à Marseille en octobre précédent et sa venue au monde avait renforcé la détermination de Marie-Ange à retourner en Corse. Elle voulait que son fils connaisse ses racines, même si ces racines étaient amères. Elle voulait aussi montrer au village ce qu'elle était devenue. Ils avaient loué une vieille maison à l'entrée du village, une bâtisse qui avait appartenu au docteur Paoli, mort 10 ans auparavant sans descendance. La maison était grande, solide, avec des pièces spacieuses au rez-de-chaussée qui pouvaient être transformées en cabinet médical. Dominique avait obtenu une autorisation de la préfecture pour y exercer comme médecin généraliste. Marie-Ange, avec son diplôme de sage-femme, pouvait légalement suivre les grossesses et pratiquer les accouchements. Les premiers jours furent étranges. Marie-Ange circulait dans les rues de son enfance comme un fantôme. Les gens la regardaient passer avec des expressions indéchiffrables. Certains détournaient les yeux. D'autres la fixaient avec une curiosité hostile. Personne ne lui adressait la parole. Elle était devenue la paria, celle qui avait brisé les règles, qui s'était enfuie, qui avait refusé le destin qu'on lui avait assigné. Le fait qu'elle revienne mariée à un médecin du continent, diplômé, respectable, ne changeait rien. Elle avait trahi la tradition, et la tradition ne pardonnait pas facilement. Son père refusa de la voir. Marie-Ange était allée frapper à la porte de la maison familiale. Sa sœur Sophie avait ouvert, le visage fermé. « Papa ne veut pas te voir. Il dit que tu n'es plus sa fille. Il dit que tu as apporté la honte sur la famille. » Marie-Ange avait senti les larmes monter, mais elle les avait retenues. « Et maman ?» Sophie avait hésité. « Maman est fatiguée. Elle vieillit. Elle ne descend presque plus dans les villages pour les accouchements. » Marie-Ange voulait insister, mais Sophie avait déjà refermé la porte. Dominique et Marie-Ange ouvrirent leur cabinet malgré l'hostilité ambiante. Ils accrochèrent une plaque sur la porte. « Docteur Dominique Laurent, médecine générale. Marie-Ange Laurent, sage-femme diplômée. » Les premiers jours, personne ne vint. Le cabinet restait vide, silencieux. Marie-Ange s'occupait d'Antoine, rangeait et rerangeait les instruments médicaux, préparait des dossiers qui ne serviraient peut-être jamais. Dominique lisait des revues médicales, ils attendaient. La situation changea brutalement un après-midi de mai. Marie-Ange était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle entendit des coups violents à la porte. Dominique alla ouvrir. Une femme se tenait sur le seuil, le visage déformé par la panique, tenant dans ses bras un petit garçon d'environ 5 ans. L'enfant hurlait de douleur. « Aidez-nous » suppliait la femme. « Mon fils, il est tombé du mur, son bras. » Marie-Ange accourut. Elle vit immédiatement le problème. Le bras de l'enfant formait un angle anormal au niveau de l'avant-bras. Un os blanc perçait la peau. Fracture ouverte. Dominique réagit instantanément. « Amenez-le dans le cabinet, vite !» Ils installèrent l'enfant sur la table d'examen. Dominique examina rapidement la blessure pendant que Marie-Ange préparait les instruments, les compresses, les solutions antiseptiques. Elle avait appris à assister les médecins pendant sa formation. Ses gestes étaient précis, efficaces. Dominique travailla pendant 2 heures. Il nettoya la plaie, réalignant soigneusement les os, sutura la peau, posa un plâtre impeccable. Marie-Ange l'assistait, anticipant chaque besoin, calmant l'enfant avec des mots doux, tenant la main de la mère qui pleurait de soulagement. Quand ce fut terminé, l'enfant dormait paisiblement, son bras immobilisé, hors de danger. La mère s'agenouilla presque devant eux. « Merci. Merci infiniment. Les médecins d'Ajaccio auraient mis des heures à le voir. Vous lui avez sauvé le bras, peut-être la vie. » La nouvelle se répandit comme un feu de broussailles. Le docteur du continent avait sauvé le petit Lucchini. Il avait des mains en or. Et sa femme aussi. Elle savait ce qu'elle faisait. Le lendemain, 3 personnes vinrent au cabinet. Une femme enceinte qui voulait être suivie.
un vieil homme avec un ulcère à la jambe, un berger qui toussait depuis des mois. Dominique et Marie-Ange les reçurent tous avec la même attention, le même professionnalisme. Petit à petit, la méfiance se dissipait. Les semaines passèrent, le cabinet se remplissait, les gens venaient de plus en plus nombreux. Ils découvraient qu'ici, on ne les jugeait pas, on ne les grondait pas, on les écoutait. On les soignait avec des médicaments modernes, des techniques modernes. Et surtout, on ne les faisait pas attendre des heures comme à l'hôpital d'Ajaccio. Dominique gagna rapidement le respect du village. On l'appelait le docteur avec une déférence qui faisait sourire Marie-Ange. Son mari, l'homme du continent, était devenu plus corse que les Corses. Mais Marie-Ange attendait toujours sa première patiente en obstétrique. Les femmes enceintes venaient pour des consultations, mais quand venait le moment d'accoucher, elles appelaient encore les vieilles sages-femmes traditionnelles. La confiance ne se gagnait pas en un jour. Marie-Ange le savait. Elle attendait patiemment son heure. Elle savait qu'elle viendrait. Elle vint par un soir d'orage en juillet. Marie-Ange était seule à la maison avec Antoine. Dominique était parti en urgence dans un hameau isolé pour un vieillard qui avait fait une crise cardiaque. On frappa à la porte. Marie-Ange ouvrit et resta sans voix. C'était sa mère. Françoise Santini se tenait sur le seuil, vieille maintenant, courbée par les années et le travail, mais ses yeux noirs étaient toujours aussi vifs. Elle regardait sa fille avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Maman » murmura Marie-Ange. « Entre, s'il te plaît. » Françoise entra lentement, comme si elle pénétrait dans un lieu sacré. Elle regarda autour d'elle, observa le cabinet médical propre et bien organisé, les instruments modernes accrochés au mur, la table d'examen gynécologique, les armoires pleines de médicaments. Elle s'approcha de chaque objet avec révérence, les touchant doucement, essayant de comprendre leur fonction. Marie-Ange lui expliquait tout, sa voix tremblant d'émotion. Françoise écouta en silence, puis elle se tourna vers sa fille. « J'ai été stupide, dit-elle d'une voix basse. Stupide d'avoir attendu si longtemps pour venir. Mais tu sais comment c'est, ton père, les traditions, qu'en dira-t-on » Elle secoua la tête. « Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que tout ça, » elle fit un geste qui englobait le cabinet, tout cet équipement, toutes ces connaissances, c'est ce dont j'aurais eu besoin. C'est ce qui aurait sauvé Georgette, et toutes les autres avant elle. Marie-Ange sentit les larmes couler sur ses joues. « Maman » Françoise prit les mains de sa fille dans les siennes, ses mains usées par 40 ans de travail. « Marie-Ange, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as eu raison de partir, tu as eu raison d'apprendre, tu as eu raison de revenir. Et maintenant, elle sourit à travers ses propres larmes. Maintenant je suis vieille et fatiguée. J'ai mis au monde des centaines d'enfants. J'ai fait de mon mieux. Mais mon temps est passé. C'est ton tour maintenant, ma fille. C'est ton tour de garder les portes entre les mondes. » Elle serra les mains de Marie-Ange. « À partir de demain, toutes les femmes que je suis, toutes celles qui viennent me voir, je les enverrai ici, vers toi, vers ton savoir, vers tes instruments qui sauvent des vies. Tu es l'avenir, Marie-Ange. Et moi, je peux enfin me reposer. » Marie-Ange étreignit sa mère en sanglotant. « Merci, maman. Merci de comprendre. Merci de me faire confiance. » Françoise se dégagea doucement de l'étreinte et essuya ses yeux. « Maintenant, dit-elle avec un sourire, montre-moi donc ce petit-fils que tu m'as fait. » Antoine était réveillé dans son berceau. Françoise le prit dans ses bras avec l'aisance de quelqu'un qui a tenu 1000 nouveau-nés. Elle le regarda longuement, ce petit être qui portait en lui le sang corse et le sang du continent. Un pont entre deux mondes, comme sa mère. « Il est beau » murmura-t-elle. « Il est parfait. Tu as bien fait, ma fille. Tu as bien fait tout. » Le lendemain matin, la première patiente envoyée par Françoise se présenta au cabinet. C'était une jeune femme timide nommée Lucia, enceinte de 7 mois. « Madame Françoise m'a dit de venir vous voir » murmura-t-elle en gardant les yeux baissés. « Elle dit que vous savez mieux qu'elle maintenant. » Marie-Ange l'accueillit avec douceur, l'examina soigneusement, écouta le cœur du bébé avec son stéthoscope, prit sa tension, nota tout dans un dossier propre. « Tout va bien, Lucia. Vous et votre bébé êtes en parfaite santé. Revenez me voir dans 2 semaines, et quand le moment viendra, n'ayez pas peur, je serai là. » Les semaines suivantes, d'autres femmes vinrent. Le cabinet se remplissait de futures mères que Françoise envoyait avec sa bénédiction. La transition s'opérait naturellement, presque organiquement. La vieille sage-femme passait le flambeau à la nouvelle. Les femmes plus âgées restaient fidèles à Françoise, par habitude et par affection. Mais elles envoyaient leurs filles et leurs belles-filles vers Marie-Ange. L'avenir remplaçait le passé sans violence, juste avec le passage inexorable du temps. 2 ans s'écoulèrent. Le cabinet devint trop petit. Dominique et Marie-Ange avaient tellement de patients qu'ils ne pouvaient plus tous les recevoir convenablement. Ils écrivirent à la préfecture, au Conseil général, expliquant le besoin urgent d'une vraie structure médicale dans la région. À leur grande surprise, les autorités répondirent favorablement. Le gouvernement cherchait justement à moderniser les services de santé dans les zones rurales de Corse. Des subventions furent accordées. Un terrain fut donné par la commune. En 1979, la nouvelle clinique ouvrit ses portes.
C'était un bâtiment moderne de plain-pied avec plusieurs salles de consultation, une petite salle d'opération pour les urgences, une maternité avec 3 lits, un cabinet dentaire. Dominique dirigeait l'ensemble. Marie-Ange gérait la maternité. Ils avaient embauché une jeune pédiatre venue d'Ajaccio, un dentiste, 2 infirmières. C'était un miracle, une vraie structure médicale au cœur des montagnes. L'inauguration fut une fête pour tout le village. Le maire coupa le ruban tricolore. Le préfet d'Ajaccio fit un discours sur le progrès et la modernité. Les villageois visitèrent les locaux avec émerveillement, touchant les murs blancs et propres, admirant l'équipement rutilant. Marie-Ange se tenait à l'écart, tenant Antoine par la main. Son fils avait maintenant 4 ans, un petit garçon vif et curieux qui parlait déjà le corse et le français avec la même aisance. Elle regardait la foule et son cœur se remplissait d'une émotion qu'elle avait du mal à nommer. Fierté? Oui. Satisfaction? Certainement, mais aussi quelque chose de plus profond, un sentiment d'accomplissement, de justice rendue, pour Georgette, pour toutes les femmes mortes inutilement, pour elle-même. Un soir de septembre, alors que la lumière dorée du couchant baignait les montagnes, Marie-Ange rangeait son cabinet après une longue journée. Elle avait suivi 6 femmes enceintes, aidé à accoucher une primipare dont le travail avait été long, mais s'était bien terminé. Conseillait une jeune mère qui allaitait. Elle était fatiguée mais heureuse. Dominique était déjà rentrée à la maison avec Antoine. Elle vérifia une dernière fois que tout était en ordre, nota dans les dossiers les rendez-vous du lendemain, éteignit les lumières. En sortant, elle remarqua une silhouette assise sur le banc de pierre près de l'entrée. Un homme âgé, voûté, qui regardait les montagnes. Elle reconnut immédiatement la carrure, même amaigrie par les années. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Papa !» Henri Santini tourna lentement la tête vers elle. Son visage était creusé de rides profondes. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Mais ses yeux noirs étaient les mêmes, ces yeux qui autrefois l'avaient terrifié et plus tard blessé. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment. Marie-Ange ne savait pas quoi dire. Toute la colère, toute la douleur des années passées remontait à la surface. Mais en même temps, elle voyait un vieil homme fatigué, diminué par l'âge, et quelque chose en elle se ramollissait malgré elle. « Bonsoir papa », dit-elle finalement d'une voix neutre. Henri hocha la tête. « Bonsoir Marie-Ange ». Il se leva péniblement, s'appuyant sur une canne qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je voulais voir, dit-il simplement, voir ce que tu as construit. » Marie-Ange hésita, puis fit un geste vers le bâtiment de la clinique. « Tu veux visiter ?» Henri acquiesça. Ils entrèrent ensemble et Marie-Ange alluma les lumières. Elle lui montra chaque pièce, expliquant calmement à quoi servait chaque équipement. Son père écoutait en silence, hochant parfois la tête. Il s'arrêta longuement devant le cabinet dentaire. « Ici, on peut soigner les dents ?» demanda-t-il. Marie-Ange sourit légèrement. « Oui, papa. Le docteur Mariani est un excellent dentiste. Il peut arracher, mais aussi réparer. Et avec des anesthésiques, on ne sent presque rien. » Henri toucha le fauteuil du dentiste avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet magique. Ils visitèrent la maternité. Marie-Ange lui montra les lits propres avec leurs draps blancs, les moniteurs pour surveiller le cœur des bébés, la table d'accouchement moderne. « Ici, les femmes peuvent accoucher en sécurité, dit-elle, avec tous les instruments nécessaires, avec des médicaments contre la douleur si elles le souhaitent, avec la possibilité d'aller immédiatement à l'hôpital si quelque chose se complique. Plus aucune femme ne devrait mourir en accouchant, papa. Plus jamais. » Henri resta silencieux, regardant autour de lui, puis il se tourna vers sa fille. « Ta mère dit que tu as sauvé 3 femmes cette année. 3 femmes qui seraient mortes sans toi, sans tout ça. » Il fit un geste qui englobait la clinique. Marie-Ange hocha la tête. « C'est vrai. Une hémorragie postpartum, un placenta prévia, une éclampsie. Grâce à l'équipement et à ma formation, j'ai pu intervenir. Et elles sont toutes vivantes. Leur bébé aussi. » Henri ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, Marie-Ange vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des larmes. Son père pleurait. « J'ai eu tort, dit-il d'une voix brisée. J'ai eu tort sur toi. Surtout. Je pensais protéger notre monde, nos traditions. Mais nos traditions tuaient nos femmes. Nos traditions t'auraient brisé. Et regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu as apporté à ce village. » Il s'essuya les yeux avec le dos de sa main. « Je suis venu te demander pardon, Marie-Ange, pour ne pas t'avoir cru quand les Mattei t'ont enlevé, pour avoir voulu te forcer à les épouser, pour t'avoir chassé de notre maison, pour toutes ces années où je t'ai renié alors que tu faisais quelque chose de grand, de beau, d'important. Je suis un vieil homme stupide qui a compris trop tard. Mais je voulais que tu saches que je suis fier de toi. Immensément fier. » Marie-Ange sentit ses propres larmes couler. Elle avait attendu ces mots pendant 12 ans de silence et de rejet. Et maintenant qu'ils venaient enfin, elle réalisait qu'elle en avait encore besoin. Qu'une partie d'elle, malgré tout, était restée cette petite fille qui voulait l'approbation de son père. « Merci papa.
murmura-t-elle. Merci de me le dire. Henri tendit une main tremblante vers elle, hésitant. Marie-Ange la prit et la serra. Ils restèrent ainsi un moment, père et fille, réconciliés enfin. Viens, dit Marie-Ange, viens rencontrer ton gendre et ton petit-fils. Ils t'attendent. Henri la regarda avec surprise. Ils savent que je viens? Marie-Ange secoua la tête en souriant. Non, mais Dominique est un homme bon, il comprendra. Et Antoine a besoin de connaître son grand-père. Ils sortirent ensemble de la clinique. Le soleil avait disparu derrière les montagnes, mais le ciel était encore rose et or. Marie-Ange désigna du doigt le petit chemin qui menait à leur maison. C'est par là. Tu vois la lumière à la fenêtre? C'est notre maison, notre foyer. Henri regarda la lumière chaude qui brillait dans le crépuscule. On dirait un phare, dit-il doucement. Marie-Ange sourit. C'est exactement ce que c'est, papa. Un phare, pour toutes celles qui sont perdues, pour toutes celles qui cherchent un chemin différent. Elle prit le bras de son père, et ils commencèrent à marcher ensemble sur le sentier de terre battue. Viens, rentrons à la maison. Il est temps de tourner la page, il est temps de regarder vers l'avenir. Et alors qu'ils marchaient dans la nuit tombante, Marie-Ange pensa à tout le chemin parcouru, de la jeune fille enlevée et terrorisée à la femme accomplie qu'elle était devenue, de la prisonnière à la libératrice. Elle avait gagné, non pas contre son père, ou contre les Mattei, ou contre les traditions, elle avait gagné pour elle-même, pour son droit de choisir, pour son droit d'exister pleinement. Et cette victoire, personne ne pourrait jamais la lui enlever. Chers amis qui m'écoutez, si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou vous a ému, je vous en prie, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit pouce en l'air, et surtout, écrivez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vos mots comptent énormément et m'encouragent à continuer à partager ces histoires de courage et d'espoir. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et de force pour poursuivre vos propres combats, quels qu'ils soient. Prenez soin de vous.